à tous, on se retrouve pour une nouvelle quotidienne de Roue Libre. On est ensemble tous les matins, on se régale tous les matins avec vous, avec le chat, avec tout le monde. Et aujourd'hui, petit changement d'équipe parce que Robin est parti en vacances 2 jours. Il est parti en week-end. Bon, on va pas lui en vouloir, il va revenir plus fort, mais pour le remplacer, on a fait un remplacement de choix. Voilà, un joker de luxe, c'est Alexandre Pedro, journaliste à Pédale. Comment vas-tu, Alex? Ça va, je suis content de remplacer Robin. C'est un recrutement digne d'Arcas, ça me sick. T'es pas venu tout seul en plus, t'es venu avec un magazine. Ouais, dans le dernier Pédale qui est sorti fin juin, un peu compliqué à trouver en kiosque avec quelques problèmes de distribution, mais on est très content du résultat final, voilà, avec une belle photo, un beau titre. Tu l'aimes ce titre, Polo? Ah, moi je m'en régale, hein. Mais visiblement Alexandre ne connaissait pas Aya Nakamura. Ça, c'est une faute grave. Ouais, j'ai dit ouais, c'est marrant comme. Voilà. Non, j'avoue une grosse faiblesse sur Yana Nakamura et tout ce qui est musique urbaine française. Ah ouais, on va effectivement ne pas t'en vouloir. Polo, il y a énormément de choses à dire aujourd'hui. On va commencer par le récap du contre-la-montre, gagné par Julien Alaphilippe, qui nous a fait rêver. Et oui, Polo, j'ai raté ça. Oh là là, mais on va tout te dire, ne t'inquiète pas. On va faire un débat sur Julien Alaphilippe, évidemment, parce que on va se demander jusqu'où il peut aller. On va se demander, surtout avant de se rendre fou, de se demander s'il peut aller jusqu'à Paris. On va d'abord se demander s'il peut aller au-delà des Pyrénées avec son maillot jaune. Preview de l'étape du Tourmalet, parce que le Tourmalet va occuper une grosse place dans cette émission. On y passe aujourd'hui. On y arrive pour la 3e fois seulement de l'histoire en haut de l'ascension. Et on va enchaîner sur la chatroom où vous allez poser quelques questions. On va y répondre. Et la rétro chronique du vélo. C'est pas parce que Robin n'est pas là qu'il n'y a pas de rétro chronique du vélo. Parce que Polo, c'est toi qui vas faire ça aujourd'hui. Ouais, on va parler justement du Tourmalet encore une fois et ce magnifique duel entre Andy Schleck et Alberto Contador en 2010 dans le brouillard, avec un Tour de France assez incroyable, vous le verrez tout à l'heure, un Tour de France 2010. Ça me met l'eau à la bouche de parler de ce duel Contador-Schleck, et on enchaînera, évidemment, on terminera avec un quiz. Alexandre, fais attention, j'espère que tu es prêt parce que tu vas peut-être donner un point. J'ai l'impression que tu es un combattant de choix aujourd'hui. Effectivement. Je n'ai pas gagné au change, moi. C'est vrai qu'on ramène des bons contenders pour le Polo. Voilà, vous savez, vous avez le plat, vous avez le menu, et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre et à déguster, les amis. C'est parti pour le débrief du contre-la-montre. Ce débrief du contre-la-montre commence comme d'habitude, comme tous les débriefs, avec le classement de l'étape. Et ce classement, pour ceux qui ne l'ont pas vu comme Polo, eh bien tu vas voir, Polo, que Julien Alaphilippe a gagné tout simplement ce contre-la-montre devant Geraint Thomas. 14 secondes, Julien Alaphilippe. Bon voilà, Polo, revenons sérieux. Bien évidemment que tu t'es régalé des exploits de Julien Alaphilippe. 14 secondes d'avance sur Geraint Thomas. Quelle performance il a fait, le Français. Ouais, c'est une performance fantastique. Après, de là à dire, et je l'ai beaucoup lu, notamment sur les réseaux sociaux, que c'était inattendu, je ne pense pas. C'est une performance fantastique dans les cordes, finalement, d'un Julien qui l'a dit lui-même à l'arrivée. Je le voyais faire un très bon chrono. Battre Geraint Thomas, je ne voulais pas y croire, mais je me disais que sur ce genre de profil, il y avait un truc à faire. J'attendais peut-être Geraint Thomas un peu plus fort, mais quoi qu'il arrive. Et ce qui est marrant, on en parlera aussi, c'est qu'il y en avait qui avaient un peu le nez creux, notamment Johan Ofredo, juste avant de partir faire lui son contre-la-montre, avait dit, vous verrez, ce soir c'est Julien Alaphilippe qui va gagner. D'autres l'ont dit, notamment comme Nicolas Portal, et finalement ces deux-là avaient raison. Nous on l'avait pas du tout vu venir, pour la victoire en tout cas, mais on sait qu'il allait faire un bon contre-la-montre. Là c'est une régalade finalement. Comment a-t-il fait pour gagner ce contre-la-montre, Alex? Le chrono était vraiment taillé pour lui. On s'est dit taillé pour lui pour limiter et même faire un bon résultat. Je voyais un top 5, mais claquer 14 secondes à Geraint Thomas, c'est qui marche sur l'eau en ce moment. Il y a le maillot jaune qui donne des ailes, mais bon, vous me donnez le maillot jaune, je ne vais pas voltiger pour autant. Non, il y a vraiment, il est dans une forme extraordinaire, et qu'on voit le dernier kilomètre qu'il fait, où il termine au sprint dans la bosse à 17%, où d'autres coureurs sont en train de jouer avec le braquet parce qu'il pioche un peu. Lui, on a l'impression qu'il a fait une étape de 200 km, qu'il a été déposé au pied comme une fleur. Et au pied du mur de lui, dans une belle flèche. Donc, gros numéro. Je pense qu'il y a quand même pas. Je sais pas quelle était la cote d'Alaphilippe hier chez les Bookmakers, mais elle devait être quand même assez élevée pour la victoire d'étape. Elle était énorme. Disons qu'il fallait être sur le terrain comme Portal, comme Ofredo, pour voir réellement que ce profil lui correspondait. On avait vu quand on a présenté l'étape, Paul, c'est toujours compliqué de savoir ces profils de contre-la-montre, ce qu'ils vont donner. Ouais, je pense qu'on a un peu sous-estimé cette première partie qui était finalement très casse-pattes en fait, avec beaucoup de montées et de descentes sèches. Du coup, Alaphilippe en a profité, même plus
plus que cette première partie, je pense que surtout ce dernier kilomètre où on le sait, Geraint Thomas l'a dit, lui il a un peu buté, d'autres coureurs ont un peu buté. Alaphilippe, il a passé ça comme si c'était du plat et d'une manière avec une puissance monstrueuse. Qui est monstrueuse. On voyait les vidéos des gens qui étaient au bord de la route pour l'encourager. On l'a vu passer une vitesse. On a vraiment l'impression que le gars est sur du plat. Il avait encore du jus en fait pour emmener du braquet dans sa dernière montée. Et c'est là qu'il fait la différence avec Geraint Thomas, puisque avant ce dernier coup de cul, il a quoi, 5-6 secondes d'avance. À la fin, il en a 15. Hein. La différence, elle s'est faite ici. Effectivement, il a fait les 7 derniers kilomètres à une vitesse record. C'est lui d'ailleurs qui a le record sur le contre-la-montre des 7 derniers kilomètres devant Casper Asgreen, je crois, 51,25 km/h. Julien Alaphilippe a gagné, du coup Geraint Thomas a perdu, mais Geraint Thomas a fait quand même une très très belle performance, une très très belle opération. On va voir un tableau récapitulatif des bonnes performances du peloton. Geraint Thomas, deuxième à 14 secondes, Polo. Là encore, Geraint Thomas a envoyé un message pour dire voilà, il est clairement favori de ce Tour de France désormais. Il est favori, il a assumé, mais moi personnellement, j'imaginais plus dominant sur ce contre-la-montre. Alors évidemment, il n'a pas fait de contre-performance. Je pense qu'ils sont tous contents chez Ineos du résultat d'hier soir, mais je m'attendais à un peu mieux de Geraint Thomas. Et finalement, quand j'y réfléchis, je me dis que je le vois aussi fort sur une montée sèche comme la Planche des Belles Filles. Je vois peut-être un peu moins bon en contre-la-montre. Je me dis qu'en fait, finalement, c'est pas en contre-la-montre qui va être le plus affreux à jouer. Ça va être en montagne. On va déjà le voir cet après-midi, mais j'ai peur qu'en montagne, il soit difficilement prenable. Alex, qu'est-ce qu'on a pensé de cette performance de Geraint Thomas ? Moi, je le trouve vraiment très bien. Faut quand même rappeler qu'il a eu un hiver qui n'était pas du tout studieux, qu'il a pris du poids, qu'il a bien profité de la vie. Et Wiggins avait fait pareil, sauf que Wiggins n'est jamais revenu derrière. Et Thomas, on a quand même eu des doutes. À part le Tour de Romandie, il fait 3e, il n'a aucune référence. Et finalement, il arrive avec pas mal de fraîcheur, il monte en puissance, il est très bien sur la Planche des Belles Filles, alors que c'est pas normalement son profil. Il fait un bon chrono, là, on voit il met 31 secondes à un très bon rouleur comme Kruijswijk. Honnêtement, tous les voyants sont ouverts sur Thomas. S'il n'y a pas Alaphilippe qui sort un chrono de mutant, on dit Thomas, grand vainqueur, en avant sur le tableau de marche, il n'y a pas de souci. C'est vraiment Alaphilippe qui nous fait changer un peu notre jugement, je pense. Et donc tu commences à en parler. Steven Kruijswijk qui termine 6e à 45 secondes, Paul. Lui aussi, c'est un des grands gagnants de cette journée à Pau. Ouais, clairement, Kruijswijk qui prend à peine 30 secondes sur Geraint Thomas. Je pense que lui aussi aurait signé là-dessus. On sait qu'il était quand même meilleur rouleur que des Pinot notamment, ou même des Mas, des Bernal, des Bourgman, quand on voit le classement des favoris derrière. Contrat rempli pour Kruijswijk qui fait un Tour de France parfait depuis le début à l'image de sa formation à Jumbo-Visma. Déjà très en forme sur le contre-la-montre par équipe. Sur la Planche des Belles Filles, on va dire pas impérial, mais bien aidé, bien poussé par Georges Bennett à l'arrivée. On voit finalement qu'avec ce chrono, il a les jambes. Tout roule pour un Kruijswijk dont on se souvient qu'en 2018, il avait été dur à prendre aussi dans son duo avec Roglic. Il avait tenté de belles choses, notamment sur l'Alpe d'Huez. Là, cette année, peut-être en courant de manière un peu plus pragmatique. Là, à mon avis, il peut déjà s'assurer une place sur le podium. Il n'a pas Roglic aussi dans les jambes pour être emmerdé tactiquement. Il va être très chiant à manœuvrer Kruijswijk dans les prochains jours. Tu t'attendais à un Kruijswijk aussi parfait en première semaine et aussi puissant en contre-la-montre? Il y avait une petite alerte sur le Dauphiné, mais sinon c'est un coureur qui arrive à la maturité assez tard, qui progresse. Et si on enlève l'an dernier, on enlève les 3 absents, Froome, Dumoulin, Roglic, qui est le 2e du Tour de l'an dernier, c'est Kruijswijk. Donc finalement, parmi les présents, on a les 2 meilleurs de l'an dernier. Donc il y a une certaine logique. Il y a une certaine logique et pourquoi on est mieux placé sur Kruijswijk. Ouais. C'est un coureur qui a peu gagné, qui est pas ultra sexy. Enfin, il doit gagner le Giro s'il se prend pas un mur de glace. Et peut-être on a une perception différente de sa carrière si cette année-là il gagne le Giro. Donc il restera toujours un coureur un petit peu sous-coté parce qu'il a jamais gagné des grosses courses pour l'instant. Et c'est un pur coureur de Tour de France. Il fait rien d'autre le reste de la saison, enfin de Grand Tour en tout cas. On enchaîne avec Enric Mas parce que Enric Mas, dont on va reparler après dans le débat, Enric Mas 9e à 58 secondes. Geraint Thomas, on s'y attendait, Paul. Steven Kruijswijk aussi, c'est des gros rouleurs. Enric Mas, beaucoup moins à ce niveau-là.
Beaucoup moins, mais moi j'ai toujours en tête, quand on parle d'Henrik Mas et de ses capacités à jouer le général sur les courses de 3 semaines, je garde en tête son chrono sur la Vuelta l'an passé, où il avait été très, très bon, très impressionnant. Moi, quand je le vois, j'ai vraiment l'impression de retrouver un Contador aussi, vraiment très, très, très aérien, un style très aérien en montagne, très fort sur les pédales dès qu'on va sur les contre-la-montre. Le seul bémol, le seul doute qu'on avait finalement avec Henrik Mas, c'est que il n'avait pas fait un très bon Tour de Suisse, même un très mauvais Tour de Suisse, surtout quand on voit que le plateau n'était pas fou. Il est terminé 9e. Il y avait ce doute qu'il a balayé avec sa première semaine aussi parfaite que celle de la Quick Step et que celle de la FIB, puisque là, aujourd'hui, il se place en favori pour le podium aussi. Pour le Tour, ce sera peut-être un peu dur finalement avec Geraint Thomas, mais en tout cas, pour le podium, Henrik Mas sera un prétendant. J'y croyais pas du tout au début de ce Tour de France. Il s'est rappelé à notre bon souvenir. En plus, il prend le maillot blanc à Bernal aujourd'hui. Il faudra aller lui chercher celui-là aussi. C'est vrai, Paul, que Henrik Mas avait terminé 6e du contre-la-montre de la Vuelta, qui était 32 bornes. Il avait terminé devant des Nelson Oliveira, par exemple. Donc, Mais c'était en my bad, je pense deuxième pas qu'il partie était du Tour si d'Espagne, solide. non? C'était même fin de partie. Oui, c'était la 16e étape. Parce C'était la 16e étape. Avant ça, c'est un coureur qui avait zéro référence C'est ça. contre la montre, qui perdait même beaucoup de temps, qui finissait jamais dans les 50 Il avait perdu premiers. qu'une minute en 32 bornes sur Rohan Dennis. Donc quand il joue le général et sur des profils un peu accidentés, il sort des très bons chronos. Après, si on remettait des chronos à l'ancienne à 50 km tout plat, il aurait peut-être plus de mal. Ouais. Donc voilà D'ailleurs, pour, pas que pour lui. Hein. c'est clair. Voilà pour les grands gagnants. Il y a aussi Richie Porte et Rigoberto Urán qui ont fait des très très gros chronos et qui reviennent un tout petit peu dans la course. On enchaîne avec les grands perdants de ce contre-la-montre. On va voir un tableau récapitulatif de ces grands perdants. Egan Bernal d'abord, 22e à 1,36. Alex, lui, clairement là, c'est celui qui a fait la... On l'attendait clairement pas à ce niveau. 1,36, c'est beaucoup. On parlait des performances des grimpeurs, des rouleurs sur chrono, et moi j'avais vu les premiers temps de certains rouleurs comme Kung et Lampard, qui, en le faisant à fond, ils sont assez loin, et je me suis dit c'est vraiment un chrono pour grimpeur, rouleur type Bernal. Donc je m'attendais à mieux. Il prend un petit tir, mais il faut se rappeler, il a que 23 ans. Il a une préparation qui est décalée parce qu'il se prépare pour le Giro, il fait pas le Giro parce qu'il chute, donc il se décale pour le Tour de France. Ça doit être la Ineos, une préparation qu'on décale, c'est pas non plus anodin. Donc finalement, il est à son niveau. Il est à son niveau pour l'instant. On verra sur des cols plus longs dans les Alpes où il sera peut-être plus à son aise. Mais là, voilà ce que je dis, il va être maintenant au service de Thomas. Si Thomas n'a pas de défaillance, il pourra même pas jouer le podium. Hein. Il est parti pour faire un tour à la Landa il y a 2-3 ans. C'est ça, et s'il n'était pas déjà au service de Thomas, maintenant il y est, et c'est dommage. Moi, franchement, de ce que j'ai vu, notamment sur le dernier Tour de Suisse, où il fait presque jeu égal avec Rohan Dennis, les deux se tiraient la bourre pour le général. Là, on en est quand même loin. Il n'y avait personne sur le Tour de Suisse finalement. Il n'y avait personne. On voit bien que le deuxième, c'est Rohan Dennis. Je prends juste en comparaison Rohan Dennis, qui est mine de rien, même s'il a beaucoup bossé à montagne cette année, qui est moins bon en chrono, reste quand même le champion du monde. Là, Bernal prend vraiment un tir au niveau d'un Quintana ou d'un Dan Martin, même s'il fait quand même un peu mieux. C'est quand même pas très bon, mais au moins ça clarifie la stratégie chez Ineos de manière irréversible. Mais il y a une autre équipe qui va bien se demander par contre quelle tactique ils peuvent avoir, c'est Movistar. Mikel Landa qui a pris une bordure, Nairo Quintana qui lui, il a peut-être pris une bordure absolument tout seul parce qu'il finit à 28, il finit 28e à 1,51. Bon, c'est quand même beaucoup aussi pour Nairo Quintana, même si on ne s'attendait pas à des merveilles comme on pouvait l'attendre pour Egan Bernal. Quintana, j'ai le sentiment que c'est pas qu'il régresse, mais il stagne depuis 3-4 ans. Alors c'est une régression c'est une crevaison lente depuis 3-4 ans. Et sur ce tour-là, j'ai le sentiment que s'il n'y a pas la bordure, Landa est peut-être leader de l'équipe. Et le fait qu'ils fassent descendre 3 coureurs le jour de la bordure quand Landa chute, ça veut dire quelque chose. Je pense qu'ils ont assez peu confiance en Quintana. Quintana va partir chez Arca Samsic, le transfert le plus improbable. Même moi, sur toutes les fessées, j'ai rarement vu un transfert aussi improbable. Donc, parce que Alex est supporter du Toulouse Football Club. Ouais, exactement. Il est même venu avec un petit sac Toulouse Football Club. Quand je l'ai vu en bas, je me suis dit, tiens, donc, voilà. C'est fort. C'est quelqu'un qui a du mental. Donc, quoi. la victoire, ça m'y connaît. Les défaillances aussi.
Donc, j'ai le sentiment que Quintana, ça va faire 8e, 9e du tour. Ouais. Quatrième Ça va temps chez Movistar, Paul. Après, il est 8e du général. Il sera au général à la fin. Voilà. Le chrono, finalement, je m'attendais à ce qu'il perde de ça. Moi, ce qui m'inquiète, et tu parlais de ses régressions sur les dernières années, c'est qu'il prend des tirs en montagne, pas souvent, mais il y a une, voire 2 étapes où là, il dit adieu au classement général. Pour l'instant, il ne l'a pas vraiment dit adieu au classement général. On verra, je le trouvais fort, notamment sur Paris-Nice cette saison. Il a fait un gros début de saison aussi en Colombie. J'avais beaucoup plus d'espoir que les années précédentes pour lui, mais c'est vrai que là, il a déjà beaucoup Il de était retard. fort quand les autres étaient encore en phase de préparation. C'est ça. Et c'est ça qui Et m'inquiète. comme il a fait la Colombie, il a eu une phase de C'est ça. préparation Et décalée. il avait une préparation un peu pour le Giro, j'avais l'impression, c'est ce que j'avais dit à l'époque. Il aurait dû peut-être faire le Giro et laisser Landa faire le Tour de France. Finalement, ils ont fait l'inverse. C'est très Movistar, hein, finalement, comme, Bon, ils ont gagné le Giro. comme choix. Ils ont quand même gagné le Giro, mais pas avec leur favori. Ils s'en tirent plutôt bien, finalement. Mais on verra. Écoute, moi, je sais pas. Landa, je le pense plus fort que Quintana. Mais ouais, je sais pas. J'attends de voir dès aujourd'hui, en fait, Quintana. On s'était quitté, Polo, hier sur un bilan plutôt positif pour la Mitchelton Scott. Et puis finalement, Adam Yates, là, a pris 2 minutes 8. Ça fait qu'il est 10e au général à 3,55. Je m'attendais, hier on parlait qui de Bourman ou de Yates fera un chrono, et avec Robin on était d'avis que Yates était meilleur que Bourman en chrono, même si on avait moins de références pour l'Allemand. Yates sort de la piste, son frère est un bon rouleur, lui aussi a déjà montré qu'il pouvait bien rouler. Hier il prend un vrai tir, et ça, plus que des capacités en contre-la-montre, c'est je pense une question de forme, et que finalement Adam Yates, contrairement à ce qu'on pouvait penser, n'est peut-être pas si en forme que ça sur ce tour. Adam Yates, qu'est-ce que tu en penses, Alex? Alors, je pensais que Bourman allait faire un bon temps parce qu'il avait été très bon sur le chrono du Dauphiné. Ouais, hier, je suis assez surpris par la contre-performance de Yates. Et donc, en général, je pense qu'il a c'est compliqué parce qu'il est à la fois trop près pour les étapes et il est déjà un peu loin pour le podium. Donc il se retrouve dans un entre-deux. Donc on va voir aujourd'hui. Mais ça me paraît compliqué d'espérer. Il a fait 4e Tour de France aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il peut espérer de mieux Et là, le podium, il s'est quand même un peu envolé hier. Sauf fait de course improbable. Je pense pas qu'il fera mieux que sa 4e place au Tour de France. Mais il y en a beaucoup des gens comme ça qui sont à l'entre-deux, qui vont avoir un peu le cul entre deux chaises sur l'étape d'aujourd'hui et peut-être celle de demain. Voir comment ces mecs-là, je pense à des Yates, des Quintana, des Dan Martin. Qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui? Mais Yates et Martin, c'est des coureurs offensifs qui sont capables d'attaquer tout ça. Là où un Porte, par exemple, lui ne sait que suivre. Donc je le vois, il continuera à suivre jusqu'au bout et il verra le classement que ça fait à la fin. Un Yates, lui, est capable sur une étape ou deux de mettre un peu le feu. Dan Martin, pareil, à mon avis, je pense qu'on risque de les voir aujourd'hui. Dan Martin, 33e à 2,06. Il est d'ailleurs derrière Fabio Aru sur ce chrono-là. On parle de nos Français. Commençons par le sourire d'hier, Polo. C'est Thibaut Pinot, 7e à 49 secondes. Lui, là, il a répondu présent et il a prouvé qu'il avait la rage dans les jambes aussi. Moi, j'espérais une chose, on va dire prono positif plus, c'était qu'il perde moins de 40 secondes sur Geraint Thomas. Le deal est fait. Franchement, je suis hyper content. Dès le début, on l'a vu très, très en forme, très saignant. Dans la montée où où France TV prend les caméras fixes de loin, tu as l'impression qu'il va exploser le temps intermédiaire, sauf qu'en fait, il était un peu loin, mais tu sens quand même qu'il est dans le bon rythme. Je m'attendais à ce qu'il fasse une grosse perf, mais de là à prendre que, je crois, 32 secondes d'écart par Geraint Thomas, c'est une excellente performance et ça nous fait vraiment regretter ce qui s'est passé à 3-4 jours dans les plaines venteuses de je ne sais plus où, d'ailleurs, le nom de l'étape m'échappe, d'Albi, ouais. Alex, en parlant de Thibaut Pinot, à Pédale, vous avez évidemment fait cette une sur Thibaut Pinot il y a quelques années, avec ses chèvres. Mais est-ce que Thibaut Pinot, toi, tu sais qu'il est capable de performances comme ça en tant que rouleur et même dans la tête, qu'il est capable de répondre présent quand il est au fond du trou? Contre la montre, c'est assez aléatoire avec Pinot. Il y a vraiment des hauts et des bas. Et peut-être le fait de ne pas être 2e, 3e au général, il avait moins de pression sur ce chrono. Mais c'est quelqu'un de très attachant pour l'avoir rencontré. Vraiment un mec qui a beaucoup d'humour et que j'apprécie énormément. Et parfois trop humain, donc dans sa tête, il se passe des choses. C'est pas une machine, Pinot, donc parfois c'est super, parfois ça l'est moins. Mais bon, je pense qu'il faut prendre des personnages comme ça, et c'est aussi pour ça que c'est un coureur qui est très apprécié des observateurs, du public. Ouais, et des journalistes du coup, parce qu'il oui, quelque chose à. Son côté bourru, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour et assez d'intelligence.
On a une déclaration de Thibaut Pinot que j'ai vue. Merci Erwan, merci Antoine. Il dit voilà, j'en avais un peu marre des étapes de plaine, j'avais envie de lâcher les chevaux. C'était la première vraie bataille et je réponds présent. Je sais que Thomas et Alaphilippe vont me passer devant. Voilà, c'était juste avant qu'ils arrivent, mais je vais un peu reprendre du temps sur certains. Donc Thibaut Pinot n'a pas dit son dernier mot. En revanche, Romain Bardet, ça grince un peu plus. 39e de 26. Et il y a ce changement de vélo. Polo, je t'ai vu tweeter hier, t'étais pas content. Bah, c'est irréel, hein, c'est ce que j'ai dit. C'est le seul mec qui fait ça de ce contre-la-montre. Genre, c'est pas un rouleur qui veut gagner l'étape, qui va tout tenter, un favori qui veut essayer de perdre du temps ou qui veut essayer de limiter sa perte de temps. Non, c'est le seul mec qui a fait ça. Mais en fait, la raison, elle est simple, c'est que le vélo Merckx, leur vélo de contre-la-montre est catastrophique. Il est trop lourd et il est impossible à utiliser, notamment dans les parties sinueuses comme celle qu'il y avait en première partie de contre-la-montre hier. C'est un vrai problème. Et là, on voit ça déclat. Je vais la prendre. Je vais faire une petite pause. Je suis en quête de sensations sur ce tour et ce chrono ne m'a pas apporté les réponses que j'attendais. Je veux continuer sur ce Tour de France sans arrière-pensée et être offensif. Mon but désormais est de retrouver mon niveau des années précédentes. Là, on savait qu'il allait perdre du temps en contre-la-montre. Mais de là à faire cette stratégie incroyable et devoir prendre un tir aussi important, c'est catastrophique. Franchement, j'ai pas d'autres mots. C'est catastrophique. Tu l'as compris ce changement de vélo, Alex? Qu'on est le seul à le faire, soit on a raison contre tout le monde, soit on a tort contre tout le monde. Visiblement, il a eu tort contre tout le monde, mais je pense qu'il perd pas là-dessus parce que c'est un problème de jambes aussi, plus que de matériel. Et ça me fait penser qu'il faut qu'il change quelque chose dans sa carrière. Il s'est focalisé sur le Tour de France depuis 5-6 ans. Il était 3e, 2e en 2017. Il est vraiment dans la course pour gagner le Tour de France. Et là, je pense qu'il a plus la tête ou les jambes pour vraiment focaliser toute une saison sur le Tour. C'est un coureur qui a très peu gagné. Il a gagné que 7 courses. Alors Pinot est à 30 victoires. Je pense qu'il a besoin d'autres horizons. Comme Pinot, il a besoin d'aller sur un Giro, faire une Vuelta, peut-être aller faire un Tour de France juste pour chasser les étapes. Mais il va peut-être faire il reprend du plaisir. En fin de Tour. Il parle tout le temps de plaisir, mais là je sens qu'il en prend plus depuis un moment. Et il faut qu'il ait gagné d'autres courses et qu'il change quelque chose dans sa carrière. Sinon, il va faire comme Quintana, il va régresser d'année en année à vouloir jouer le Tour à tout prix. Dans une équipe qui ne peut pas lui donner les armes pour gagner le Tour, ça maintenant on le sait cette année, il y a beaucoup trop d'amateurisme dans cette équipe, que ce soit au niveau du matériel, au niveau de la communication et au niveau de beaucoup d'autres choses, notamment dans la préparation. Ils font le boulot, hein. Ils font le boulot, mais je pense que il y a des erreurs dans le matériel. Évidemment, je connais pas assez ce registre-là, mais ils font du boulot avec Kikley, son entraîneur. Ils bossent quand même sérieusement, qu'ils vont se faire un Nevada, tout ça, mais je pense qu'ils touchent les limites. Ils touchent les limites sur le chrono et donc mentalement, ils touchent aussi. En montagne, ils progressent plus aussi. Montagne, donc il faut qu'il fasse autre chose. Il faut qu'il change quelque chose dans sa carrière. Hein. Clairement, tu l'as dit, ils bossent beaucoup en Sierra Nevada sur l'aspect montagne. Et ils oublient en fait le chrono, que ce soit individuel et par équipe. Problème aussi de matos, même si comme tu l'as dit, avec Kikley, il bosse bien. Qu'il aille sur le Giro, il prend du plaisir à aller en Italie, sur l'Estrade Bianche, on l'a déjà vu briller. C'est un coureur qui marche un peu aussi, c'est un coureur romantique qui marche un peu aussi comme ça. Et sur le Giro, il pourrait vraiment donner la plénitude de ses capacités, c'est sûr. On avance et on termine ce débrief par les mauvaises nouvelles, les très mauvaises nouvelles pour le coup. C'est Wout van Aert, le Belge, qui courait avec le maillot de la Belgique de champion de contre-la-montre. Paul qui a chuté alors qu'il éclatait pas mal de temps intermédiaire. Je ne sais pas s'il aurait gagné par rapport à Alaphilippe, mais en tout cas sa chute est violente et on a dit au revoir à Wout van Aert. Ouais, Wout van Aert, c'était mon pronostic, c'était aussi le tien, je crois, Alex. Il était sur. Il n'aurait pas battu Alaphilippe. Il était dans les temps de Thomas de Ghent. Il aurait été battu par Thomas et par Alaphilippe, mais c'est surtout la tristesse pour ce jeune coureur qui fait un tour magnifique depuis le début de juillet. C'est un peu triste parce que c'est un coureur que j'aime beaucoup. Il se prend une énorme boîte, je crois qu'il y a une grosse plaie ouverte, pas de fracture ou quoi que ce soit. J'ai pas trop d'infos là-dessus, je suis pas sûr, je vais pas m'avancer. Je crois que c'était juste une énorme plaie ouverte, donc plus de peur que de mal. Mais voilà, c'est mine de rien, même si ça arrête aujourd'hui, c'est déjà un tour très réussi pour Wout van Aert, qui a apporté le maillot blanc. Je me pose la question, ça va peut-être changer sa préparation parce que normalement après le Tour, il doit peut-être commencer à préparer la saison de cyclocross. Là, il risque d'être indisponible pendant un petit moment, donc je ne sais pas ce que ça peut changer pour le cyclo et donc pour l'année prochaine pour sa saison sur route. C'est à voir. Donc, mais c'est un phénomène. Hein, et puis le jour où on verra Van Der Poel sur le Tour de France, on va voir double. On verra ça. On a fait une émission d'ailleurs sur les deux là. Si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas, les rouleurs. Voilà, c'est terminé pour ce débrief. Juste petite information, Max Schachmann aussi a chuté dans
dans ce dernier virage et s'est cassé la main et a dû abandonner. Voilà, on a tout dit, on peut passer au débat. C'est parti. Le débat, c'est Julien Alaphilippe peut-il garder le maillot jaune au-delà des Pyrénées? On a deux hommes sur plateau, deux hommes qui ne sont pas tout à fait d'accord parce que vous les voyez tous les deux le perdre, mais pas exactement au même moment. Polo, tu le vois quand? Moi, je le vois le perdre dans les Pyrénées. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Ça va vraiment dépendre des scénarios de course, mais aujourd'hui, il peut déjà le perdre. On monte haut, c'est des efforts longs. Finalement, hier, c'était 30 minutes d'effort. Sur la planche, c'était 20 minutes. Aujourd'hui, dans le Tourmalet, ça va être 50 minutes. Est-ce que Julien Alaphilippe peut tenir comme ça le rythme, surtout si ça vise fort au pied avec l'Ineos ou peut-être avec d'autres équipes? Je pense à la Groupama FDJ qui va tenter des choses aujourd'hui, à Astana qui peut aussi le faire. Si ça vise vraiment dès le pied, Alaphilippe risque de prendre un tir et de prendre peut-être un gros tir. Et s'il le perd pas aujourd'hui, il le perdra forcément demain, où je pense que demain c'est plus un parcours finalement propice aux grandes manœuvres chez les favoris, où ça peut partir de loin, ça peut partir de très loin. Il peut y avoir des stratégies, notamment je pense à la Movistar, à Astana, à G2R, même la FDJ avec Gaudu. Ils ne pourront pas tout contrôler aussi. Finalement, la Quick Step n'est pas une équipe qui peut contrôler en montagne. Il y a Enric Mas qui ne se mettra pas à son service, je pense, ou alors ce serait une erreur de ma part s'il le faisait. Ça fait beaucoup pour Alaphilippe qui va devoir gérer tout ça dans les 2 prochains jours. À l'arrivée de Julien Alaphilippe, on lui a demandé bien évidemment s'il compte le garder déjà demain, s'il compte le garder, évidemment qu'il compte le garder, mais jusqu'à quand et s'il pense le garder. Il a dit demain c'est totalement différent de ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, alors il faut relativiser, c'est bien de se poser des questions, mais on est encore très très loin de Paris. Je ne m'enflamme pas, je ne veux pas rêver chaque jour, c'est du bonus et aujourd'hui c'est un très gros bonus. Le Tourmalet, il va le passer avec le maillot jaune ou pas, Alex? Moi, je me garde une marge de sécurité désormais avec Julien Alaphilippe. C'est pour ça que j'ai dit qu'il va garder le maillot. Il fait douter. Il va garder. Oui. Il y a une semaine, j'aurais dit il perd aujourd'hui au Tourmalet. Là, je me garde une marge de sécurité et je dis qu'il va le perdre à Valoir mercredi. Donc ça veut dire qu'il le garderait aujourd'hui et demain sur l'arrivée à Foix. Il l'emmènerait jusqu'aux Alpes. Voilà. Alors qu'est-ce qui peut lui permettre de le garder j'ai dans le l'impression Tourmalet? qu'il est sur un état d'euphorie et ça me fait penser un peu à Vauclair quand il est avec les meilleurs sur le plateau de Baye en 2011, où il est quasiment le plus fort. Et je me dis sur cet état d'euphorie, et si jamais ça vise pas très fort dès le début, si ça attaque à 5-6 km du sommet, il va suivre. Hein. Il va suivre, au pire il va se tasser un peu et perdre 20-30 secondes. Donc voilà, il peut Ce qui peut le sauver aujourd'hui. Et c'est l'école des Pyrénées lui correspond un peu mieux que l'école des Alpes. C'est l'école plus court, bon, même si le Tourmalet est assez long. Par contre, les Alpes, du Galibier, du Isoard et compagnie, là, il va taper dans la caisse. Mais il y a des petites stats, en tout cas, qui lui mettent la pression, comme celle qu'on a en Barcola. 1984, Laurent Fignon, c'était le dernier vainqueur français avec le maillot jaune sur les épaules, ce que Julien a fait hier. Et cette année-là, il remporte le Tour de France. Bien évidemment que ça, c'est des trucs qu'on dit à Julien Alaphilippe et qui lui mettent la pression. Ouais, c'est un coureur qu'on ne connaissait pas les limites à l'époque. Non, 83 plutôt, Fignon. J'ai une bêtise. 84, on connaissait, ouais. Mais ce qui peut le sauver aujourd'hui, Julien, c'est que ça se transforme en course de côte. On sait que le haut du Tourmalet est très pentu, que c'est régulier. J'allais dire presque roulant, ça aurait été honteux de dire ça. C'est régulier que je voulais dire sur le début de l'ascension. S'il ne se passe rien entre les favoris jusqu'à, comme tu l'as dit, 5 km, même si 5 km ça fait long mine de rien. Si à 3-4 km ça s'attaque pas trop, ça se regarde, là ça va s'apporter une course de côte et sur un effort du coup qui sera plus court, peut-être 15-20 minutes, là Julien peut sauver son maillot. Et moi le problème c'est que j'ai peur que même s'il ne va rien se passer dans le col du Soulor, si ça vise dès le pied du Tourmalet, notamment comme en 2010, on en parlera plus tard dans cette émission. J'ai peur que ça devienne très très dur pour Alaphilippe. Et si c'est pas trop dur pour lui aujourd'hui, demain avec les grandes manœuvres, je pense que de certaines équipes qui ont soit perdu du temps en contre-la-montre, soit perdu du temps aujourd'hui, ça va être difficile de gérer tout ça pour la Quick Step. Si ça vise, Polo, visseur professionnel du peloton, c'est bien évidemment Ineos. Tu fais très bien la perceuse. Et c'est la première fois qu'ils n'ont pas le maillot jaune en 6 victoires de la Sky qui était Ineos. C'est la première fois qu'ils n'ont pas le maillot jaune à la 14e étape. Alex, tu penses qu'ils vont agir comment les Ineos par rapport à Alaphilippe? Il y avait un très bon élément évidemment, c'était Jackie Durand qui analysait ça, qui regardait le classement du chrono hier. Et Kwiatkowski est à 6 minutes, Van Barle est à 6 minutes, Moscone est loin.
Donc c'est quand même des bons rouleurs, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas fait le chrono à fond. Et donc Durand laissait supposer que l'Ineos mettrait la machine en route, soit sur le sommet du Soulor, soit vraiment au pied du Tourmalet avec et là ça serait pas Lucro qui ferait le tempo, on mettrait du Van Baarle puis du Kwiatkowski assez tôt dans l'étape. Dans ces cas-là ça serait compliqué pour Alaphilippe, mais j'y crois pas plus que ça. Je me dis que ça les arrange pour l'instant qu'Alaphilippe garde le maillot, prenne la pression, qui nous fasse croire qu'Alaphilippe va gagner le Tour de France. En plus porte les Français, donc c'est plus simple pour lui de faire croire ça. Pour l'instant, ça les arrange très bien. Moi, je pense aussi, excuse-moi, t'as fini Non, j'ai fini, ouais. Moi, je pense aussi, je suis assez d'accord. On voit Portal qui dit à demi-mot qu'Alaphilippe peut tenir, si ça. On le voyait hier avant le contre-la-montre. Il a même dit s'il a ces jambes-là, il peut gagner le Tour de France. Ouais, non, ça, c'est Geraint Thomas qui a dit ça. On a la décla où il dit ouais, il est impressionnant. Franchement, s'il garde ce rythme, il peut gagner le Tour de France. Ils sont malins. Et je suis d'accord. Et je ne pense pas que demain, ils vont visser très fort. Et surtout, je ne pense pas que le contre-la-montre d'Alaphilippe hier ait une influence sur la stratégie globale qu'avait prévue pour aujourd'hui et pour les prochains jours à la Sky. Je pense que Ineos, pardon. Je pense que pour eux, ça ne change rien. La seule chose qui change, c'est qu'ils n'ont pas le maillot à défendre et du coup, ils n'ont pas leur équipier à faire rouler, contrairement à ceux d'Alaphilippe aujourd'hui. Et là, ça risque d'être plus par contre, si Alaphilippe suit les Ineos qui à la fin les attaques sur la flamme rouge, ils reprennent 10-15 secondes, là, ils vont commencer à se poser des questions. Ouais, mais il n'y a pas que d'ailleurs. Et pas que, mais là, on n'est pas dans cette situation encore, donc ils sont sereins pour l'instant, ils sont très sereins. Geraint Thomas, donc, qui a dit à Alaphilippe, on l'a vu, je le redis pour être clair, Polo t'en a parlé. Alaphilippe, quelle course incroyable, je ne m'attendais pas à ce qu'il gagne. La façon dont il court en fait mon plus grand rival. S'il garde ses jambes, il gagnera le Tour. La route est quand même encore longue. Le dernier thème du débat, c'est, Polo t'en parlait tout à l'heure, Enric Mas, Julien Alaphilippe. C'est ce duo-là qui va être très important. Comment la Deceuninck va agir? Comment tu les vois agir, toi? Moi, je me posais la question hier, mais sur un scénario de course vraiment très précis, où on est vraiment pas loin de l'arrivée, où Alaphilippe lâche et qui risque de perdre son maillot jaune. Et qu'est-ce que fait Enric Mas du coup? Est-ce que Enric Mas va l'aider à sauver son maillot jaune ou est-ce que Enric Mas reste avec les leaders sachant qu'ils ont un podium? Moi je pense que la réponse finalement elle est simple, c'est que Enric Mas doit jouer sa carte vraiment en marge de ce que va faire Alaphilippe dans la défense de ce maillot jaune. Enric Mas a le profil pour faire un podium sur ce tour. Il l'a montré hier qu'il avait les bonnes jambes. Là, on arrive sur la montagne, quand même, ça lui convient quand même parfaitement. Sur des Pyrénées, en plus, c'est pas trop loin de son Espagne natale. Il sera très soutenu. Non, je pense que Enric Mas doit faire sa course et qu'Alaphilippe doit tenter de sauver son maillot jaune un peu tout seul, advienne que pourra. Mais voilà, je voulais rajouter un même, en fait, j'avais pas grand chose d'autre à dire. Mais tu sais quoi, c'est Alex qui va prendre la parole sur ce thème-là, c'est pas grave. Mas se mettra éventuellement au service d'Alaphilippe si jamais il passe les deux étapes des Pyrénées sans perdre une seconde. C'est ça. Là, on commencera à se dire chez Deceuninck, bon, peut-être qu'on va mettre Mas à turbiner pour Alaphilippe. Je pense pas qu'il se mue en équipier. Et puis, il faut pas oublier quand même que Mas a fait un énorme boulot pour Alaphilippe sur les Ardennaises. La Flèche Wallonne. Si ça se termine entre favoris, c'est parce que Mas contrôle toutes les attaques. Donc Alaphilippe, il lui doit un peu une victoire. Et on sait que c'est une équipe où il y a vraiment, pour le coup, il y a vraiment un renvoi d'ascenseur entre les coureurs. Alaphilippe, il n'y aura pas de souci. S'il perd le maillot, et si Mas peut viser le podium, on verra du Alaphilippe se mettre à la planche pour Mas. C'est vraiment une équipe où il y a cet état d'esprit. C'est pas la Movistar. Donc voilà, Mas va jouer sa carte pour l'instant. Et même, je vois bien Alaphilippe éventuellement l'aider dans les Alpes. Et puis même si on lui dit d'aller sauver d'aller se sacrifier pour sauver le maillot d'Alaphilippe, je pense que Mas, d'ailleurs, tu parlais de la Movistar, Mas, c'est déjà qu'il quitte la Quick Step de Koenig cet été, qui va à la Movistar d'ailleurs. Donc je pense qu'il fera un peu ce qu'il veut sur ce tour. Et raison, s'il peut montrer qu'il est fort en plus à sa nouvelle équipe, je pense qu'il s'en privera pas. Il a fini deuxième du Vuelta, c'est lui qui a les références sur un grand tour, c'est pas Alaphilippe pour l'instant. Avec une équipe qui ne l'avait pas trop aidé sur cette Vuelta. On a posé la question sur Twitter, Julien Alaphilippe aura-t-il son maillot jaune en sortant des Pyrénées? C'était très serré parce que vous avez dit oui à 53%. C'est terminé pour ce débat, les amis. On en a beaucoup parlé de l'étape du Tourmalet, mais on va y jeter un œil un tout petit peu plus très rapidement. C'est parti pour la preview.
Cette étape du Tourmalet, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on va regarder le profil parce qu'il n'y a pas uniquement le Tourmalet dans cette étape de 117 km, parce qu'on va aussi passer par le col du Soulor. Paul, comment le col du Soulor va être utilisé? L'étape est courte, ça va être excité. Franchement, et je pense qu'on sera tous d'accord en plateau pour dire qu'il ne va pas se passer grand-chose sur le col du Soulor. Peut-être des attaques pour des gens qui veulent s'échapper, avoir un peu d'avance avant d'attaquer le Tourmalet. Mais je pense que ce sera quand même bien cadenassé par les équipes de grimpeurs qui veulent gagner cette étape. Je pense directement à l'équipe UAE avec des Haru, des Dan Martin. Je pense qu'Mitchelton Scott aura à cœur de faire mieux que ce qu'ils ont fait hier. Et surtout, je pense à Thibaut Pinot et la groupe FDJ qui a les armes justement pour contrôler ses attaques tôt dans l'étape et surtout qu'il y a l'arme ultime pour aller gagner en haut du Tourmalet. Donc je pense, à mon avis, qu'il ne se passera pas grand-chose, du moins du côté des favoris, ça c'est sûr, mais même pour l'étape dans le col du Soulor, et qu'on aura vraiment une course de côte à partir de Lucien Sauveur et le pied du Tourmalet. Alex? Moi, je vois plutôt le Soulor va plutôt servir à dégager l'échappée parce qu'il y a quand même que 48 km entre le départ et le pied. Donc si on prend l'étape d'avant-hier où l'échappée a mis 1h30 à partir, ça risque de beaucoup se bastonner au départ pour prendre le bon coup et je pense justement que l'échappée va prendre assez peu de marge et donc on risque d'avoir une échappée qui arrive avec 3-4 minutes au pied du Tourmalet, justement comme dans la rétro en 2010. Et il y a une équipe aussi qui pense qu'à cocher l'étape, c'est la Movistar. Pour mon favori, Mikel Landa. Donc, là, on a une déclat de Mikel Landa. Voilà. Ouais, on a une déclat de Mikel Landa qui dit l'étape de samedi est ma préférée si je devais choisir sur le tour, si je devais en choisir une sur le tour, mais je suis sûr que beaucoup auront la même intention que moi face au Tourmalet. C'est vrai que Alex, tu as choisi comme pronostic Mikel Landa. Ouais. Paul a choisi Geraint Thomas. J'ai choisi Herrada. On va le voir juste après avoir vu. Alors Herrada chez Cofidis, ça marche pas. Hein. J'ai dit de quoi? Non, parce que tu as mis un coureur Cofidis. Hein. Oui, Cofidis, ça ne gagne pas. Depuis 2008. Ah, d'accord, ok. Vous êtes dans le sarcasme. D'accord, je vois bien. Mais je reçois beaucoup de sarcasme de la part de Robin et Paul sur mes pronostics depuis le début du tour. Et je suis leader des pronostics. Pas le prono de Robin Je viens de lui demander, comme ça. Malheureusement, je ne l'ai pas, mais évidemment, on l'aura. Et sinon, Alex servira comme pour le quiz. Pour Robin. Thomas, j'imagine mal être battu. J'imagine déjà mal une échappée. Désolé, Joseph, aller au bout. Enfin, je vois pas dans quelles circonstances de course ça pourrait arriver. Geraint Thomas, je pense que c'est le plus fort. Je l'ai vu à la planche. Hier, mine de rien, on en parlait tout à l'heure, il est un peu moins sur le contre-la-montre, donc je pense qu'en montagne, il est encore plus fort que l'année dernière. J'essaie d'être pragmatique, il faut que je rattrape mon retard au prono. J'ai pas eu un bon point depuis le début. Je pense que Geraint Thomas sera plus fort. Et puis surtout, je ne veux pas porter la poisse à Thibaut Pinot, sachant que dès que je mets un prono, il ne gagne pas. J'aurais bien aimé que Thibaut Pinot gagne, j'aurais bien aimé le mettre en prono. Mais du coup, je m'accorde aussi cette sécurité en me disant que si je le mets pas, Thibaut Pinot a peut-être une chance de gagner. Mimsou qui dit c'est bien, Paul, porte la poisse. Voilà, en plus. Voilà. J'adore Geraint Thomas, mais l'avantage à Landa, encore comme Martin, c'est qu'ils ont un petit peu de retard au général. Donc s'ils attaquent à 7-8 bornes de l'arrivée, l'Ineos se jettera pas sur eux. Et puis, parce que Pinot n'a pas. Pinot, dès qu'il va bouger un sourcil, il va être suivi. Comme Pinot au lac de Covadonga à la dernière Vuelta, où il avait un peu de retard sur les favoris. Les favoris l'ont laissé partir dans la dernière côte. Et un peu comme Warren Barguil sur l'Isoire en fait en 2017. C'était un peu pareil. Voilà, c'est terminé pour la preview. Il est déjà 44, donc on va essayer de faire vite. On va prendre 2-3 questions de la chatroom. C'est parti. Dans cette chatroom, je vois déjà une remarque intéressante de Kat Mapei qui nous dit qu'on a peu parlé de Uran et Porte, mais Polo, au final, si on en a peu parlé, c'est parce qu'ils avaient déjà pris du retard. S'ils veulent avoir la chance que Roue Libre parle d'eux, il faudra revenir un peu plus dans le jeu plus tard. Ouais, Uran a pris la bordure aussi. Porte aussi, c'est dommage parce que ces deux coureurs, finalement, qu'on n'attendait peut-être pas, on pensait peut-être que leur gloire était passée.
passé. Et c'est finalement deux coureurs qui ont l'air très en forme. Porte et Uran ont été très bons sur la planche. Porte et Uran ont été très bons sur le chrono hier. C'est un peu dommage, du coup, à l'image de Thibaut Pinot, en fait. C'est dommage de les voir aussi loin dans le classement général. Bon, au contraire d'un Thibaut Pinot, c'est pas eux qui auraient fait la course en montagne, mais au moins, c'est des mecs qui auraient pu jouer un podium. Là, je pense qu'ils sont un peu loin. Quelle stratégie pour Groupama, visser au pied ou servir de relais en échappée, Alexandre? Bonne question. Je sais pas, je pense que c'est pas eux de visser. Il faut vraiment que Pinot suive les Ineos et s'ils se sont forts, attaquer à 3-4 bandes de l'arrivée, là où il y a des pourcentages. C'est pas lui. S'il y a une grande offensive à faire pour renverser le tour, gagner le tour, pour moi, ça se passera plutôt dans les Alpes, ou alors peut-être des températures qui vont mieux lui correspondre, des cols qui lui correspondent mieux. Et c'est là où il va peut-être jouer son va-tout. Là-dessus, aujourd'hui, il faut qu'il se replace encore au général, qu'il regagne des places, qu'il gratte du temps un petit peu. Dernière question, on va prendre les cétones, c'est un truc dont on entend énormément parler. Alexandre, est-ce que tu as suivi un peu Oui, alors j'imagine. Pour l'instant, je vous avoue que j'ai du mal encore à comprendre en quoi ça consiste. Parce qu'on est encore sur une zone grise du dopage. Parce que ce n'est pas un produit dopant. C'est ça. Qui n'est pas sur la liste de l'AMA. C'est un supplément alimentaire, quoi. C'est déjà qui aide à la récupération. C'est déjà une démarche. On est dans une démarche de dopage. Mais ce n'est pas du dopage. Et c'est ça qui est très compliqué aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il y ait une sorte de produit miracle dans le peloton, comme il y a eu l'EPO au début des années 90. On est sur du microdopage, sur des démarches qui sont parfois contestables, qui ne sont pas du dopage. Les Jumbo, pour eux, ils disent qu'il n'y a pas de problème. Je crois que c'est pas répréhensible de toute façon, tu veux dire. Mais il faut quand même qu'on se pose les questions, parce que moi, je me dis, pour la santé des coureurs, l'organisme, c'est des choses qui sont pas neutres. Les équipes françaises, pour le moment, on parle de jeunes, disent que pour le moment, ils ne préfèrent pas utiliser les cétones. Mais en tout cas, c'est un débat, Polo, dont on reparlera dans le livre, parce que je sais que l'UCI a prévu de s'intéresser pas mal à la question. Ouais. Il serait temps, parce que quand on voit la Jumbo-Visma en parler avec autant de manière aussi ouverte et aussi légère. Après, moi, j'aime pas trop parler de dopage. Là, pour l'instant, c'est pas un produit dopant. Ça le sera peut-être plus tard. À ce moment-là, il y en aura peut-être des soucis. Pour l'instant, c'est autorisé, donc on verra. Surtout, utiliser ça dans une course de 3 semaines, on sait que c'est un produit qui est plus qui travaille plus sur la récupération. Donc, c'est des produits que tu prends vraiment sur du moyen voire long terme. Je sais pas, c'est quand même quelque chose que je maîtrise pas non plus de fou. Voilà, on reviendra sur ce sujet. On reviendra sur ce sujet, on expliquera bien ce que c'est, les risques, et si oui ou non, ce sera interdit. Sur un mot, on joue encore sur le poids des coureurs et il y a quand même un vrai problème de maigreur chez certains coureurs et c'est quand même assez effrayant. Il faudra à un moment se poser vraiment la question là-dessus. C'est pas possible d'avoir des gens avec des masses graisseuses de 4%. Enfin, voilà. Pour la santé, c'est pas normal. On demandera à Clément Guillou, que tu connais bien, Alex, je suppose. Que tu es passé par le monde sport. Ouais. Qui connaît beaucoup mieux le sujet que moi. Voilà, beaucoup mieux le sujet que beaucoup de gens en France. Lui qui s'y connaît le mieux, de toute manière. Tout à fait. Voilà, c'est terminé pour cette chatroom, les amis. On va revenir sur le Tourmalet parce que c'est l'heure de la rétro chronique du vélo. C'est parti. Et la rétro chronique du vélo aujourd'hui, elle se fait sans chronique du vélo parce que c'est chronique du polo. C'est chronique du polo qui va nous parler de l'histoire du Tourmalet et notamment d'un grand duo qui s'est fait remarquer sur les pentes du Tourmalet. Contador, Schleck, Polo, fais-nous rêver. Bah écoute, pourquoi déjà aujourd'hui J'ai envie de te dire, pourquoi on parle du Tourmalet aujourd'hui On va parler du Tourmalet aujourd'hui parce que l'étape du jour du Tour de France 2019 arrive au Tourmalet. D'accord, je ne savais pas. Comme en 2010, ce qu'il faut savoir, du coup, c'est qu'au Tourmalet, il y a eu 3 arrivées. La première en 1974 et la deuxième en 2010, c'est donc la troisième. On va sur le duel Andy Schleck, Alberto Contador. Mais avant d'y aller, on va essayer de recontextualiser un peu et on va remonter à 2008-2009. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'arriver sur ce Tour 2010, Alberto Contador a déjà gagné les 3 grands tours. En 2007, il remporte le Tour de France déjà. Et en 2008, interdit de participer au Tour de France avec l'équipe Astana, il remporte le Giro et la Vuelta. Donc il arrive en ultra favori sur ce Tour de France 2010, surtout qu'il fait deuxième du Dauphiné libéré, qui remporte Paris-Nice cette année 2010. Et face à lui, on a du coup Andy Schleck qui en 2008 lui gagne. Alors attends, que je dis pas de... Non, en 2009, il gagne Liège-Bastogne-Liège et en 2009 surtout au service de son frère Franck, il remporte déjà son premier maillot blanc. Il en gagnera 3 et on le voit tout de suite que ça risque d'être le grand rival
de Alberto Contador sur le Tour 2010. Alors j'ai dit peut-être une petite bêtise. Liège-Bastogne, je crois que c'est en 2008 qu'il gagne. En tout cas, c'est un coureur qui n'était pas déjà, qui ne courait pas forcément que pour lui, parce qu'il parlait aussi, enfin, j'arrive pas à trouver. Ah oui, Polo, il avait il joué avec son frère, hein. courait, putain, il venait pas le mot. Il courait aussi pour son frère Polo. C'est ça. Et du coup, Il est jamais venu. on en arrive à ce tour 2009. Du coup, le premier, un an avant le Tourmalet 2010, sur ce Tour 2009, finalement, Contador est trop fort. Contador est le meilleur rouleur. Contador est le meilleur en montagne. On se souvient de ses victoires à Andorre. Mais sur l'étape de Verbier, sur les pentes du Mont Ventoux, on voit Andy Schleck offensif et Andy Schleck qui peut lui poser des problèmes. Et c'est là qu'on se dit qu'en fait, en 2010, avec Andy Schleck un peu plus âgé, avec un peu plus d'expérience, plus de bouteilles, on risque d'avoir un duel exceptionnel entre les deux. Et finalement, c'est ce qui arrive, même si la préparation d'Andy Schleck pour ce Tour 2010, elle est un peu tronquée, il chute, il n'a pas la résultat espéré, notamment sur les Ardennaises, qui sont des rendez-vous qu'Andy Schleck adore, alors que, je l'ai dit tout à l'heure, Contador arrive vraiment au top de sa forme et au top confiance. Finalement, ce début de Tour se passe vraiment très bien pour Andy Schleck. Il commence à reprendre du temps, même s'il chute à Spa. Le Cancellara bloque le peloton. On sait que Cancellara, c'était quand même un parrain à l'époque. Et finalement, Andy Schleck revient. Alberto Contador aussi avait dit non, on n'accélère pas parce qu'Andy Schleck est tombé, on l'attend. Mais finalement, le lendemain ou le surlendemain, je crois qu'il y a l'étape de la trouée d'Arambert. Et là, sur un terrain, on se dit qu'Andy Schleck va perdre du temps. Et bien, Andy Schleck, bien aidé encore une fois par Fabian Cancellara, fait une étape fantastique. Il arrive dans le groupe des favoris, un groupe de favoris d'ailleurs où on retrouve un certain Geraint Thomas déjà en 2010. Et sur cette étape, Alberto Contador a un problème mécanique dans les derniers kilomètres. Il finit avec une 13 de retard sur ce groupe. Le lendemain ou le surlendemain, je ne sais plus, pareil, à Morzine, Andy Schleck attaque, Contador ne peut pas suivre et Andy Schleck remporte l'étape, il reprend encore 10 secondes et là on se dit c'est l'année d'Andy Schleck finalement. Contador a l'air moins rayonnant que l'an passé. Ça commence à sentir bon pour Andy Schleck. À Saint-Jean-de-Maurienne, dans la Madeleine, les deux s'attaquent à fond. Cadel Evans, qui était le maillot jaune, pète. Et là, Andy Schleck prend le maillot jaune. Et on se dit, ça y est, là, il ne le lâchera plus. Il commence à avoir pas mal d'avance sur Contador, même si Amande, Contador avec Joaquim Rodriguez reprend un peu de temps. Et on en arrive à cette étape incroyable, l'étape que Thomas Voeckler gagne à Bagnères de Luçon. C'est 2 jours avant le col du Tourmalet. Et à Bagnères de Luçon, on a cette image qui représente très bien ça. C'est dans la montée du port de Balès. Andy Schleck qui attaque, suivi par Vinokourov. Et Andy Schleck, juste après son attaque, déraille. Et alors là, on a une histoire assez incroyable où... c'est fou parce que rien que d'y repenser, ça me donne des émotions folles. Alberto Contador voit qu'Andy Schleck déraille et Alberto Contador contre-attaque. Il le contre-attaque, il le voit, il le passe et on le voit vraiment, il l'a vu, il ne peut pas ne pas l'avoir vu. Et finalement, en déclaration, Andy Schleck dégoûté, si Erwan, tu peux m'envoyer la petite déclaration en barco, Andy Schleck dégoûté dira notamment que le maillot jaune, il ne l'aurait pas pris comme ça. Les gens doivent réaliser qu'Alberto faisait partie des coureurs qui m'ont attendu dans l'étape de Spa, donc tu vois, il met un peu d'eau dans son vin. Ça montre déjà que les deux coureurs s'apprécient beaucoup. Et c'était une grande marque de fair play. Aujourd'hui, c'était une autre histoire, un autre scénario. À ça, Contador répondra qu'il ne l'a pas vu, même si finalement, plus tard, il dira que peut-être qu'il s'est trompé. Il le regrette, c'est une chose qui ne me plaît pas. Pour moi, le fair play est très important. Alors quand on regarde les images, vous le verrez, c'est impossible que Contador ne l'ait pas vu. Mais finalement, Contador, qui avait 41 secondes de retard avant cette étape, récupère 8 secondes d'avance avant d'attaquer les pentes du Tourmalet, puisque entre deux, l'étape qui arrive à Pau, je crois, où toutes les difficultés sont concentrées, il ne se passe rien. D'ailleurs, c'est Torushov qui règle le sprint des favoris. On arrive donc sur cette étape du Tourmalet. Contador a 8 secondes d'avance sur Andy Schleck. Andy Schleck doit tout tenter pour gagner. Et là, on assiste à quelque chose de d'historique. C'est peut-être le dernier grand moment historique du Tour de France. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi... ce Tourmalet dans le brouillard avec Andy Schleck qui attaque dès le pied en fait, dès Lucin Sauveur à 10 km de l'arrivée et qui fait cette montée incroyable au train en fait pour essayer de lâcher Alberto Contador, puisque Alberto Contador sur de la giclette, Andy Schleck ça fait 2 semaines qu'il essaye et qu'il n'y arrive pas. Du coup Andy Schleck attaque, il le regarde, il continue au train d'essayer de forcer, mais Contador ne lâche pas. Et puis à 4 km de l'arrivée, tu as cette attaque de Contador qu'on voyait en photo derrière moi, et là Andy Schleck
le reprend et Andy Schleck lui lâche un regard noir. Et ça aussi, ça fait partie du mythe de cette étape. Finalement, les deux n'arriveront pas à se lâcher dans l'une des ascensions les plus marquantes de l'histoire, tout simplement. Et Alberto Contador aura quand même ce geste de laisser Andy Schleck gagner. Et on les voit bras en dessous, bras au-dessus à l'arrivée. C'était l'une des plus belles passes d'armes du Tour de France de ces dernières années. Pour la petite histoire, le lendemain, il y a un contre-la-montre autour du lac d'Annecy. Andy Schleck fait un chrono exceptionnel au vu de ses faibles capacités par rapport à Contador. Mais finalement, Contador, qui est un excellent rouleur, peut-être aussi l'un des meilleurs à cette époque-là, lui reprend du temps et Contador ira chercher du coup son deuxième Tour de France du coup. Non, son troisième. Son troisième du coup. Mais Oui, en 2009, son troisième Tour de France, ouais, même s'il il le perdra après. il le perdra sur tapis vert plus tard. Alex, après ce magnifique récit de polo, on a quand même un moment exceptionnel. Est-ce que toi, c'est le duel qui t'a fait le plus rêver dans les 10 dernières années? Honnêtement, 20 dernières pas années. plus que ça. Ouais. Il y avait un côté, moi ça m'énervait un petit peu cette histoire sur le saut de chaîne. Il aurait dû m'attendre, j'aurais peut-être pas dû l'attaquer. C'était un peu le côté de ce que j'aimais pas chez Schleck. Tu en parlais sur Spa, genre il pleut, on neutralise la route. C'est ce côté un peu principe de précaution, pas de risque. On attaque quand il fait beau, il fait pas plus de 25 degrés. Comment ça se fait alors que les gens ont et- retenu particulièrement? Mais après la montée est très belle en elle-même, du Tourmalet, avec l'ambiance, le public. Mais c'est pas le. Mais il y avait peut-être trop de respect entre eux. Moi, j'aime bien quand il y a un peu plus d'animosité. Ocaña, il avait quand même appelé son chien Merckx pour lui dire au pied Merckx, ça a un peu plus de classe que Contador et Schleck qui se font des bisous. Voilà. Moi, j'aime bien quand il y a de l'animosité entre les coureurs. Et ça manquait. Le fait qu'ils soient un peu copains, il manquait quelque chose. Ça se défend. Il y avait beaucoup de respect entre les deux. Il y a Trop. cette étape d'Axe 3 Domaines, juste avant celle de Bagnères de Luchon, où tu les vois à l'arrêt, les deux. Il n'y en a pas un qui veut prendre le risque d'attaquer l'autre. Schleck m'a dit, il le disait dans cette étape, je connaissais Contador, il a tenté de faire un coup tactique. Mais je l'avais bien vu venir, du coup je l'ai laissé prendre ses responsabilités et Contador a dû accélérer pour ne pas laisser partir Joaquim Rodriguez et Denis Menchaf devant. Il y avait un vrai duel stratégique, peut-être plus que duel de rivalité, et dans cette duel stratégique je trouve que justement Andy Schleck a été magnifique de panache parce que pendant les 3 semaines de course il a vraiment tout tenté. Ça a commencé à Rambert sur les pavés jusqu'à cette dernière étape au col du Tourmalet et aussi ce contre-la-montre le lendemain où il a vraiment vendu fièrement sa peau. C'est dommage qu'il y ait eu cette histoire de dérailleur finalement qui fausse un peu tout. C'est sa faute, hein. Enfin, il déraille, c'est une faute technique, donc. Ça dépend. On peut dérailler. Ou alors c'est la faute de son mécanicien, mais c'est la faute soit de son mécanicien, soit de sa faute, donc c'est une faute d'une. On peut dérailler effectivement pour des raisons simples de changement de vitesse pas été trop rapide et d'appuyer trop rapidement sur. Il n'a pas été renversé par un supporter. Donc. Pour terminer cette rétro chronique du vélo, Polo, il y a eu des anecdotes assez incroyables sur les pentes du Tourmalet, qui est le col qui a été le plus traversé par le Tour de France. Et je me tourne vers toi plutôt, Alex, parce que avant l'émission, tu me parlais notamment de Eugène Christophe, tu me parlais d'Octave Lapise. Il y a des trucs incroyables qui se sont passés sur les pentes du Tourmalet. Alors Eugène Christophe, c'est l'anecdote qui est assez connue. 1913. Ouais, 1913. J'y étais pas, mais en fait les étapes sont extraordinaires. Il a un truc genre 14-15 minutes d'avance. À l'époque on compte quasiment un quart d'heure d'avance et il casse sa fourche dans la descente. Et évidemment vous n'avez pas de vélo de rechange à l'époque, donc il faut mais les coureurs étaient manuels à l'époque aussi, donc il va chez un forgeron pour réparer lui-même son cadre. Et alors je crois qu'il n'a pas le droit de se faire aider. Parce que voilà, le règlement stipule qu'il n'a pas le droit d'aide extérieure. Donc, en fait, c'est comme le Vendée Globe, hein, quand on voit Yves Parlier avait cassé son mât et qui avait réparé lui-même un mât en fabriquant un petit four et était reparti. Alors qu'il était en tête, il était reparti 10e. Et c'était un peu le même esprit. Genre, le type répare sa fourche et repart. Il gagne. Il ne gagne pas, il perd le Tour de France ce jour-là. Hein. Jean Christophe, c'est l'éternel maudit. Après-guerre aussi, il est en passe de gagner un Tour de France. Il est victime à nouveau d'un problème technique. Je crois qu'il recasse sa fourche. J'aurais bien aimé qu'il gagne du coup. C'était vraiment l'éternel maudit. Et mec, il avait pété sa fourche, mais je me rappelais plus s'il gagnait ou pas. Il a jamais gagné parce que j'espérais qu'il gagne. Donc Jean Christophe est connu pour ça et
comme aura été le premier maillot jaune de l'histoire du Tour de France aussi. Il y a Octave Lapisse, Paul, qui disait en 1903, le premier qui est monté en haut du Tourmalet, qui a dit vous êtes des assassins aux organisateurs du Tour de France, parce que cette montée est très compliquée, et notamment la fin. Ouais, Surtout à l'époque avec les vélos qu'ils avaient. Hein. Oui, c'est 42 kilos. Mais d'ailleurs, après 1903, ils ont remis du temps avant d'y repasser. J'ai le souvenir que l'associé d'Henri Desgranges à l'époque, qui voulait justement qu'on mette une étape de montagne comme ça, était parti en reconnaissance sur les pentes du Tourmalet et d'un autre col, je ne sais plus lequel. Et en fait, il était revenu en disant aux organisateurs du Tour que les pentes étaient roulantes, praticables, utilisable en fait, on pouvait y passer en tant que coureur cycliste, et alors qu'en fait pas du tout, qu'il avait menti juste parce qu'il était allé jusqu'au bout dans sa fierté, dans son idée de vouloir vraiment instaurer une grande étape de montagne. Il avait menti et du coup ça a donné cette déclat d'Octave Lapisse plus tard, parce que pour le coup c'était pas le Tourmalet qu'on a aujourd'hui, c'était vraiment des routes impraticable, mais vraiment de chez impraticable. Là, on se plaint quand à la Planche des Bellefilles, on a des portions qui sont pas goudronnées. Avant, ils pouvaient pas s'en plaindre. Imaginez faire 11-12 km de cette façon-là. Et évidemment, il y a plein d'autres noms qui peuvent être corrélés avec le Tourmalet. Virenque en 94 qui part à la Mongie, qui gagne. Alizar Diden en 95 aussi. Chavanel qui passe tout seul là-haut. Di Gregorio aussi était monté là-haut et était passé en tête. Moreau, Roy, Vauclair, Cadry, Pinot à la Philippe, voilà. Il n'y a eu que 2 arrivées au sommet en 74 et 2010, et aujourd'hui on va avoir... Et c'est Jean-Pierre Guillaume qui gagne en 74. Ouais, c'est ça. Donc c'est un Français qui avait gagné la première fois au Tourmalet. Aujourd'hui est une étape historique à nouveau du Tour de France. Ce sera la 3e arrivée au sommet du Tourmalet. Merci Polo pour cette rétro. Merci j'ai essayé de Alex. faire aussi bien que Robin, même si Robin excelle en la matière et que j'ai déjà hâte qu'il revienne pour que ce soit lui qui s'en occupe. Et comme d'habitude, on termine cette émission avec le quiz. C'est parti. La première question du quiz. On le rappelle, il y a une belle avance pour Robin. Donc Alex, sache que si tu perds, ce ne sera pas grave. Si tu veux même donner un point à Polo, n'hésite pas à ne pas répondre. Moi, je le prends avec grand plaisir. Voilà. J'ai un peu de retard sur Robin. Première question. C'est quoi, on doit répondre sur les petites... Alors, il y a évidemment en retour, tout le monde voit la question que je pose, et vous allez... Est-ce que vous avez... Exactement, voilà, vous avez les petites ardoises. Vous avez les petites ardoises, parfait. Et on va nous les mettre en barco, comme ça on pourra les lire aussi. Sans déclassement, donc on compte pas les déclassements, et par exemple Lance Armstrong en mettant Lance Armstrong en tête, Qui est déjà en 2004, qui termine 3e du Tour de France? Andreas Klöden ou Ivan Basso? Oh là. Ils ont noté et ils vont montrer qui ils ont répondu tous les deux. Klöden des deux côtés. Ce n'est pas Klöden, c'est Ivan Basso qui termine 3e. C'est non, j'ai dit 2e ou 3e? Non, mais peut-être. Moi, 3e qui termine. j'ai dit 3e et c'est Ivan Basso qui termine 3e. 3e. C'est Ivan Basso qui termine 13e. Deuxième question. Stephen Roche a gagné le Tour de France avant Pedro Delgado. Vrai ou faux? Attends. J'ai répondu un peu vite là. Polo, on n'a pas trop de temps si je veux rien cacher. Vas-y, Polo, montre. Vrai pour tous les deux. Vous avez tous les deux raison. Il l'a gagné en 87. Delgado l'a gagné en 88. J'ai un tout terrible. Pedro Delgado, je connais bien. Un partout. En 74. Eddy Merckx. En 75. Non, on a eu faux tous les deux au début. Oui, un partout. En 75, Merckx prend un coup de poing de la part d'un spectateur dans le Puy-de-Dôme. Dans quelle partie du corps? Dans la tête, dans le flanc, dans la cuisse? Ça monte tous les deux. Vous avez tous les deux écrit flanc et vous avez tous les deux raison. C'était exactement dans le foie. Dans le foie, voilà. Ça fait donc 2-2. Miguel Indurain n'est pas dans le top 10 des coureurs qui ont fait le plus de top 10 dans le Tour. Vrai ou faux? Attends. Miguel Indurain n'est pas dans le top 10 des coureurs qui ont fait le plus de top 10 dans le Tour. C'est-à-dire qu'il y a plus de 10 coureurs qui ont fait plus de 10 top 10 que lui, alors qu'il en a gagné 5. Vrai ou faux? Alex dit vrai, Paul dit faux. C'est Alex qui a raison. Il en a fait 6, il est 12e. Il a ses 5 victoires et il fait 10e en 90.
Voilà, qui est arrivé Top 10. en tant qu'équipier de Pedro Delgado au début à la Banesto. Et qui est d'ailleurs révélé dans le Tourmalet. C'est une des premières fois où Miguel Indurain s'est fait voir. Maurice Garin a gagné le Tour 1903 devant Lucien Potier. Avec combien d'avant 1,59, Voilà. 2,59, 3,59. Aucune idée, ça va être au pif. Hein. Ouais, clairement. 1h59 pour tous les deux, c'est 2h59 et c'est le plus gros écart de l'histoire. Les amis, on est quand même beaucoup en retard, donc on va terminer avec un qui suis-je, Ok. si vous êtes d'accord. Il faut savoir. Pas de pyramide aujourd'hui, on reprendra ce petit J'adore jeu les de... pyramides. Oui, mais je comprends, on est en retard. Des fois, on est un peu trop en retard pour faire des pyramides. Alors, qui suis-je ? Je suis né en 1979 à Épernay et c'est Gauthier qui nous a envoyé ce qui suis-je. Donc, Je suis français et bien que retiré du peloton depuis 2015, on a continué à me voir jusqu'en 2017 en cyclocross. En 2006, Non. c'est en 2006 que s'engage véritablement ma carrière professionnelle après d'énormes performances en cyclocross. Ouais. Francis Ce Mouret. n'est pas Mouret, c'est J'allais Mouret qui J'allais sortir dominait. Mouret. C'est Mouret qui dominait pendant que moi derrière je faisais énormément de podiums et je gagnais beaucoup de C'est Chanel courses. Ce n'est pas Chanel. Jean-Christophe Perrault. Ce n'est pas Jean-Christophe Perrault. Je démontre rapidement mes qualités de grimpeur Giro 2006. John Gadret. Jean Jeanne Gadret, Jeanne Gadret, bravo Alexandre. Pedro Non. qui gagne ce quiz sur le qui suis-je. Désolé mon polo, qui va donner un nouveau point C'est du... à Robin. On dirait à Robin que Même le c'est remplaçant gagné. gagne. C'est la troisième fois de suite, non pas de suite, c'est la troisième fois en 4 fois que Paul tu perds encore d'un boyau. Non, c'est Suffisait terrible. d'une fraction de seconde que Alex. Bah là, lundi, c'était équivoque en plus, donc forcément. Donc voilà, il continuait longtemps, mais bon. Et c'est là que je suis pas bon au quiz. C'est là que je suis pas bon. Parce que je l'ai la réponse. Je dois Ah, t'es pouvoir pas la loin, faire. t'es pas loin quand même, mon polo. T'es quand même pas loin, mon polo. Donc voilà, c'est terminé pour cette émission. Merci Alex d'être Merci venu à vous, parmi c'est un nous. plaisir. Tu peux remontrer pour terminer. Allez, il est toujours ce en beau Jaja et ce, Voilà. ce magnifique Et couverture. il y a même Franchement, ça me un régale. portrait de Richie Porte à l'intérieur. Ça, qu'est-ce qu'on peut y retrouver un peu de là-dedans dans ça Je vous conseille alors c'est pas à l'époque du Tour de France, mais il y a un super papier de Pierre Boisson qui a fait toutes les classiques flandriennes, donc E3, Tour des Flandres, Grand Véval Game, et c'est une plongée dans le monde du vélo belge, c'est assez génial. Et il y a aussi un très beau portrait de Cameron Van Den Broek par mon ami Jean-Marie Potier, et c'est un peu d'émotion parce que dans le tout premier pédale, j'avais fait un papier sur Frank Van Den Broek. C'est ça, c'est la sœur du coup. Donc là, on boucle la boucle. Et il y a aussi une interview de Warren Barguil. Donc pour une fois, on a porté chance à un coureur qui ne gagnait rien et qui, après son interview, a gagné le championnat La de France. malédiction pédale est terminée. La malédiction pédale est finie. Et qui va gagner. Donc Richie Porte doit faire un podium. Et Warren Attention, Barguil annonce. va gagner une belle étape sur ce tour, je l'annonce. D'accord. J'ai C'est pas noté, d'espoir. c'est noté mon Polo. Merci Alex, merci Merci. Polo. Et on retrouvera Robin lundi seulement parce que demain, c'est un de ses potes de la chronique Ah, du le vélo. mec du vélo qui vient nous voir, dont le prénom m'échappe, je suis vraiment désolé. Et on va Et le c'est vrai qu'il est découvrir. très talentueux. Mais on va le découvrir en même temps que vous. C'est Jean-Baptiste. Voilà, Jean-Baptiste qu'on aura avec nous demain. À demain les rollers. Ciao. Salut, les gars. Ciao. Ouais. Alors,